Je vais convier Daniel Flaherty à nous rejoindre. Daniel est vice-président de l'association Mémoire et Partage. Comme vous le savez, donc, nous avons un invité d'honneur aujourd'hui, Doudou Diène, et nous en sommes très heureux et très fiers. Et nous avons proposé donc, à Daniel de nous dire quelque chose concernant justement cette route de l'esclavage et comment la route de l'esclavage, donc lancée par Doudou Diène, a transformé donc, les imaginaires. Merci. D'abord, je vais implorer votre indulgence. Je vais devoir garder mon béret en main d'Aquitaine, et c'est tant mieux. Un accident domestique me fait que j'ai une plaie à la tête et je préfère, dans ces conditions, garder le béret. Monsieur l'ancien directeur de la route de l'esclavage à l'UNESCO, monsieur le directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, mesdames et messieurs les représentants de la nation, mesdames et messieurs les distingués invités, j'avoue que je suis avec vous avec une grande émotion et dans le cœur l'espoir que cette pierre symbolique remise publiquement à la mairie de Bordeaux soit la première pour un projet contribuant au réveil de la mémoire. Je suis aussi extrêmement heureux d'être là ce soir. J'ai d'abord rencontré la route de l'esclavage bien avant de connaître celui qui en a été le concepteur à l'UNESCO en 1994. Dans ma Guadeloupe natale, sur les communes de Petit Canal, du Moule, du Lamentin où j'ai grandi, de Prêt-à-Pitre avec le Mémorial Act, à Marie-Galante et dans bien d'autres communes des Outre-mer et de la Caraïbe, mais aussi sur l'île de la Dominique, dans le parc national du Waitikuwuli, ou dans les montagnes de Jacofos, sur les traces des nègres marrons, à La Réunion, sur les sentiers de Mafat, des cirques de Sillaos ou de Salazie, comme à fidèle au musée de l'esclavage à l'habitation des Bassins, à côté de la Chapelle Pointue, à l'île Maurice, dans le cœur du pays en territoire CAFRE, en passant par l'île de Saint-Guis, où mon père a vu le jour en 1916, mais surtout au Bénin, à Ouida, où une délégation de mémoire et partage a participé à la GISNA 2023. La route de l'esclavage est une réalité que j'ai pu parcourir pour y découvrir ces trois significations profondes que je rappellerai plus tard. Comment la route de l'esclavage, lancée par Doudou Diène, a transformé les imaginaires. Celui qui va recevoir aujourd'hui le prix des mémoires partagées œuvre sans relâche depuis des décennies pour son pays natal, le Sénégal, mais aussi à l'ONU, où il a été rapporteur spécial sur les formes contemporaines du racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et l'intolérance qui lui est associée. Sa longue carrière l'a conduit à l'UNESCO et il est actuellement rapporteur du conseil d'orientation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Depuis 1994, la route de l'esclavage se donne pour but de retracer les contacts des civilisations entre tous les peuples, reconnaissant que toute l'histoire de l'humanité est une histoire de mouvement, de rencontres, d'interaction et de transformation dynamique perpétuelle. C'est aussi un parcours économique, l'esclavage étant la première forme de mondialisation de l'histoire. Il convient maintenant de préciser les trois significations profondes de la route de l'esclavage. Premièrement, c'est l'épisode de la masse noire. Cela fait référence à la matière noire, cette matière invisible qui compose 95% de l'univers. Donc l'épisode de cette masse noire dans l'histoire de l'humanité qui déferle sur les terres nouvellement conquises. Le silence de l'histoire sur ce point était organisé. Il était politique. Deuxièmement, raconter le déroulement de l'esclavage et le déposer dans les enjeux éthiques du monde actuel. Rester longtemps une histoire du silence et du déni, l'histoire de l'esclavage, la
plus grande tragédie de l'histoire humaine par son ampleur exagérée, selon Jean-Michel Devaux, est sortie de l'oubli depuis quelques décennies seulement. C'est donc une histoire à reconstruire, à comprendre, et une interpellation pour le monde actuel. Troisièmement, les questions qui taraudent les sociétés actuelles sont celles de l'altérité, et elles sont éclairées par l'histoire de l'esclavage. L'altérité a été antagonisée et non pas construite, et comprise comme un enrichissement réciproque. La diversité étant devenue un antagonisme et non pas un enrichissement. Ainsi, la vision racisée de l'identité nationale vient de la période de l'esclavage. On comprend dès lors, si vous m'avez suivi, le rôle primordial de l'éducation. Nous devons prendre conscience du fait que le combat pour la démocratie et les droits de l'homme est avant tout un combat pour la mémoire. Car toute tragédie occultée, non assumée, peut encore se reproduire et, selon les mots de Bertolt Brecht, nourrir le ventre fécond d'où est sortie la bête immonde. Pour ma part, cette mémoire m'a été transmise par ma grand-mère. Elle est née au XIXe siècle, en 1894. Elle est née de père inconnu. Et il faut comprendre par cet aphorisme descendant du maître blanc bien sûr. Et qui n'a jamais été reconnu, a connu dans son enfance des humains qui avaient vécu l'ignominie, la désespérance de ce système d'une extrême violence, d'une inhumanité sans nom. Elle avait sa maison à 200 mètres de la nôtre. Et le soir, à la lumière de la lampe à pétrole, elle nous racontait des histoires de compé-lapins et compé-zemblins, de soukounians, ces êtres capables de déposer leur peau pour se transformer en feu follet. Ou encore, nous disait que si on croisait un chien dans la nuit, ne surtout pas le fixer, car c'était certainement un voisin malveillant qui s'était déguisé pour nous jeter un sort. Les esprits de la nuit, les adeptes du vaudou, étaient possédés par le diable. Elle nous racontait ces esclaves, libres depuis 1848, mais qui restaient toujours esclaves, dans leur tête et dans leur quotidien. Elle en avait connu, oui. Et c'était tout aussi effrayant que les histoires des sorcières. Elle racontait aussi sa jeunesse, courtisée par les plus beaux à cause de sa peau si douce, si pâle. Les bals, les fêtes, les carnavals, les journées à la rivière pour laver le linge et la longue marche du retour. La solidarité du voisinage ou encore la violence de l'usine sucrière où son fils aîné a trouvé la mort, parti trop tôt, trop jeune, sans avoir pu nourrir la terre de sa descendance. Et moi, je l'écoutais, retardant le moment où il fallait faire les 200 mètres dans les ténèbres d'une nuit où les chiens des voisins s'étaient accordés pour faire monter mon rythme cardiaque à 210 battements par minute. Incapable que j'étais de suivre mes frères plus âgés, bien plus rapides que moi, à l'épreuve des 200 mètres. Par contre, il ne fallait pas le dire, cette évidence, que nous, Antillais, sommes des descendants d'esclaves. Cette évidence-là devait être tue. Une honte a accompagné des générations qui ont préféré, et on le comprend, se rattacher aux résistants. Nous sommes des descendants et des héritiers des nègres marrons. Ces résistants, combattus pendant des siècles, sont devenus les héros de l'abolition et de la période post-esclavagiste. Nous avons tous un ancêtre marron. Nous n'avions pas en héritage la souffrance, le traumatisme, la blessure, la honte, l'infamie, le déshonneur, le mépris, la victimisation, la rage, la haine, l'infériorité des êtres considérés comme des biens meubles, mais plutôt la fierté, le combat, la force, la dignité, la richesse d'âme, la résistance, l'arrogance, l'indépendance, la liberté, l'ardeur, la paix,
de ces créateurs, ces artistes, ces guides spirituels, ces chanteurs, ces inventeurs de langue, de religion, d'art, que sont nos ancêtres, les nègres marrons. La réalité de ma jeunesse dans un quartier cerné par les propriétés des descendants de l'ancien maître et dont la maison, style habitation, laissait peser une ombre de terreur. Les gros chiens noirs qu'il n'hésitait pas à lâcher si d'aventure il découvrait un jeune dans un de ces innombrables manguiers dont les fruits, faute d'être cueillis, pourrissaient au sol. Comment résister à la saveur des mangues, pommes ou ananas, à la douceur de la canne à sucre, sans se faire prendre par le régisseur qui pouvait le conduire au gendarme pour une amende basée sur le nombre de nœuds de la canne et qui pouvait rapidement atteindre l'équivalent de mois de salaire de nos parents. Oui, j'avais peur. Ils étaient les dominés. Ils étaient les dominants. J'étais le dominé. Dans cette Guadeloupe, j'ai vite eu conscience que la pigmentation de la peau, plus ou moins claire, plus ou moins foncée, déterminait fortement la position sociale, la considération, l'admiration, et plus peu ou prou, la réussite. La chaline, la métisse, la créole blanche pouvait être la première à se faire inviter, en tout cas regarder, envier et peut-être même siffler. Même au sein de la même famille, cellule familiale, l'enfant à la pigmentation plus claire était souvent le préféré, celui qui recevait plus d'attention et peut-être plus d'amour. Il m'a fallu une heureuse intrusion dans l'histoire de mon île par le courage de l'enseignant d'histoire en classe de 4e qui nous enseigna Delgrès et Ignace, la révolte de Guadeloupe qui précéda celle d'Haïti. Je pouvais m'identifier à des résistants, des guerriers, des combattants, des hommes. Mon histoire, elle est celle de millions d'afro-descendants qui, depuis 1994, se croient reconnaître par l'UNESCO, par leur nation, par la communauté internationale, et reçoivent une place dans l'histoire du monde et dans nos imaginaires, permettant ainsi de déverrouiller les mémoires nationales et collectives. Le rôle de l'éducation, je le redis, est primordial, car elle permet de replacer cette histoire dans un récit national, de rendre visible ce qui a été rendu invisible, de combattre cette impossibilité pour les sociétés post-esclavagistes de raconter l'histoire, de donner à cette histoire une histoire. Les descendants d'esclaves ne se l'appropriaient pas, car ils niaient avoir eu des ancêtres d'esclaves. Et les descendants des propriétaires d'esclaves minimisaient systématiquement le rôle de leurs ancêtres, appelant à laisser le passé au passé. Nous en étions arrivés à monter les Noirs antillais contre leurs frères africains par le ressenti que justifiait l'invisibilité de cette histoire. Et pourtant, les genoux à terre, c'est notre humanité qui a crié l'horreur ressentie lors de l'assassinat de George Floyd. Aujourd'hui, nous assistons à une réappropriation du continent africain. Les afro-descendants des Antilles sont en quête d'origine, de spiritualité originelle, de racines, de sens. Nous nous réapproprions les traditions, les danses, les coutumes du passé. Nous revendiquons notre africanité qui nous enracine dans le monde. Nous revendiquons une visibilité à tous les échelons, d'abord dans nos territoires ultramarins, mais au-delà dans le récit national. Dans les rues des villes où nous travaillons et que nous enrichissons par nos différences, notre richesse d'être. Bordeaux est aussi un exemple de cette invisibilité et de ce déni qu'il convient de corriger par des actes forts qui impriment dans l'espace public une mémoire dont nous devons affronter la réalité. Il s'agit donc de réconcilier des cultures et des mémoires, de réconcilier la maison humaine.
Nous pouvons maintenant dire que la mondialisation peut avoir un vis-à-vis, un remède. C'est la mondialité d'Édouard Glissant, la rencontre, le dialogue. Pour Édouard Glissant, maintenant que le monde entier a été découvert, il nous reste à découvrir le monde ensemble. C'est cette mondialité qui permettra aux imaginaires de s'entrelacer, de porter haut l'étendard des valeurs culturelles, de fraternité, d'égalité, du souci de l'autre que je porte en moi, de l'autre dont j'ai la responsabilité de veiller à ce qu'il ne devienne jamais un objet, de l'autre dont l'humanité est à ma charge, dont l'intégrité est ma responsabilité. Cette mondialité est une réponse. Nous sommes porteurs du même monde et nous répondons de l'avenir du même monde. Notre plus beau bagage, c'est ce bel héritage qui a enrichi le patrimoine de l'humanité. Merci à Doudou Diène de nous permettre de voyager léger, sans bagage, mais riche de cette histoire. Je vous invite à vous joindre à moi pour l'applaudir.